Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, chers amis, ça rigole pas, puisque, vous le savez récemment, donc l'affaire Epstein, de nouveaux dossiers sont sortis, plus de 3 millions, ce n'est pas rien. On a vu énormément de noms, on a vu le nom de Dieudonné apparaître dedans. Les Rothschild voudraient s'occuper de son cas en envoyant un petit message à Epstein, ce qui était assez intéressant. On a vu d'autres fichiers avec le nom d'Emmanuel Macron qui aurait demandé à un homme d'affaires émirati de lui confier les services de Epstein pour la gouvernance à l'époque où Macron venait juste de prendre le pouvoir. Assez étrange. Bref, il y a des tonnes de documents, ce qui fait qu'on comprend que Epstein était un homme de réseau. Voilà. Et alors, effectivement, derrière, il y a tout ce qui lui est accolé et qui est vrai, hein. C'était un voilà, c'était un teneur de bordel, et cetera. C'était aussi un kiffeur, bon, certes. Par contre, effectivement, on peut pas nier qu'il avait énormément de réseaux. Il avait des appartements à Paris, il connaissait du monde. Il avait même on voit qu'il avait même, il a sauvé certains, enfin, il s'est impliqué dans la politique bitcoin, enfin, vraiment, c'est un mec qui touchait à tout, quoi. Au monde de la tech, au monde de la bourse. On voit qu'il spéculait même certains milieux boursiers, enfin vraiment c'est quelqu'un qui était passionné par tout et c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un mec qui touche à tout. C'est un mec qui connaissait du monde un peu partout dans le monde. Hem, Qui était vraiment Epstein? C'est la question qu'on se pose. Et aujourd'hui, on va réagir justement à une émission que je vous ai retrouvée de septembre 2019 concernant l'affaire Epstein et vous allez voir que tout ce qui est dit dans l'émission de Faits et Documents, ça corrobore aujourd'hui avec ce qui se passe au moment présent. Et là, vous vous dites, la précision de Xavier Poussard, de Alain Soral et de Pierre Jovanovic, parce que c'est une émission où ils sont trois, Pierre Jovanovic, Alain Soral et Xavier Poussard, dans lesquels ils balancent tout sur l'affaire Epstein. Elle dure très longtemps, elle dure 2 heures, hein, donc je vous ai pris le meilleur moment, celui où Jovanovic parle effectivement du Mossad et de Epstein, celui où on apprend aussi que Jean-Luc Brunel, le fournisseur de gamine à Epstein, qui gérait une agence de mannequinat, s'appelait en réalité Jean-Luc Benchamoul, il a changé volontairement de nom. Enfin voilà, on va vraiment en apprendre des vertes et des pas mûres, donc accrochez-vous. Je vous incite bien évidemment à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo pour soutenir mon travail. Vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez plus d'extraits de ce genre-là. Et puis écoutez, bah voilà, je pense que c'est déjà bien. Et bien écoutez les amis, c'est parti, on va commencer avec la vidéo. Let's go. Des individus Oh, par la c'est pas suite. pour éventuellement, c'est pour les faire chanter. Ça me paraît évident et surtout, c'est une des plus belles opérations du Mossad, il faut le dire clairement, qui a été mise à jour. Parce que là, on voit la différence de traitement entre la presse française et la presse anglo-saxonne, que ce soit la presse américaine, la presse anglaise. On a fait des tonnes, mais des tonnes, le Daily Mail, tout au long de l'été. C'était c'est quasiment des numéros spéciaux, quoi, avec, genre, 3, 4, 10 pages, spéciales, Epstein et puis tous les jours ou tous les 2 jours, c'est des nouvelles informations, qui sortent et en France, c'est silence radio, si Non, j'ose non. dire. En France, on nous a sorti au même moment l'histoire d'un chirurgien, soi-disant gravissime, qui était déjà en tôle depuis 3 ans, je crois. Espèce d'écran de fumée Oui, c'est grotesque. ça, c'est écran de fumée, une grande spécialité française. Là, la presse française, encore une fois, s'effondre complètement, puisqu'en France, on nous explique que la presse anglo-saxonne, notamment les tabloïds, faut surtout pas les lire, que c'est limite des fake news et ainsi de suite. On nous apprend que le Sun, c'est terrible. Or là, on découvre, en se replongeant dans les archives, que le nom d'Epstein, alors qu'il vivait une partie de sa vie à Paris, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire qu'il était connu de tous, n'a jamais été cité dans la presse française avant le début de l'affaire, jamais, alors que tout était dans le Miami Herald depuis 2002. 2002-2003. Le New York Post, ensuite en Angleterre, dans le Sun, dont on nous dit que c'est vraiment la poubelle, le Daily Mail, toute la presse Oui, anglo-saxonne. tu as raison, mais précisons justement que là, pour une fois, d'abord le New York Times, ce qui est assez inhabituel, et le Wall Street Journal, encore plus Et inhabituel, Vanity Fair, parce que et tu qui ont faisais. traité toute cette affaire Epstein tout au long de l'été et qui continuent encore à le faire Et aujourd'hui, même hein. Vanity Fair, à la version américaine, elle dévoile les liens évidents Toxique. d'Epstein avec le Mossad. Ouais. Donc, alors, pour vous donner une petite idée, hein, parce que, alors vous retrouverez une petite partie, hein, parce que bah, moi c'est pas mon Epstein, l'affaire Epstein, c'est bon, mais là on a franchi un cap. C'est-à-dire que quand j'ai vu que Bill Gates était dans l'avion et ceci après son arrestation de 2002, je me suis dit: «Bon là, il y a quand même un sérieux problème». Alors, là je vous cite un article américain. Epstein a financé une compagnie qui s'appelle Carbine 911, donc déjà, heu, 9, et 11, hein, donc ça vous rappelle quelque chose? Et donc, il a reçu à peu près, alors je crois que c'est à peu près 2 millions de dollars pour financer cette, compagnie.
en compagnie justement de l'ancien Premier ministre d'Israël, Ehud Barak, et du grand financier de la Silicon Valley, Peter Thiel, hein, donc, qui, entre autres, est dans PayPal, enfin, est dans PayPal, etc. Donc là, c'est vraiment très intéressant parce que Carbine 9/11, en fait, vend des systèmes de surveillance globaux aux municipalités pour prévenir, vous savez, quand chaque fois qu'il y a un dingue qui arrive dans un supermarché ou dans un centre commercial et qui ouvre le feu sur tout le monde. Donc en fait, cette société propose comment dire, de prendre le contrôle de tous les mobiles. D'accord. Et d'écouter à distance et même d'ouvrir les caméras pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, à terme, si vous voulez, c'est carrément orwellien. Et d'ailleurs, l'article est orwellien. Alors, donc, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur quotidien.com, vous allez retrouver tous les liens. C'est des articles extrêmement longs. Et donc, quand on parle du deep state, hein, j'insiste là-dessus, moi, je fais juste une petite parenthèse. J'ai pu constater qu'effectivement Erdogan et Trump sont traités de la même façon par l'ensemble de la presse européenne. C'est-à-dire Erdogan est un fou, Trump est un fou, et vous retrouvez ça à la une de tous les magazines, que ce soit l'Express, Le Point, le Bild, allemand, en Espagne, en Italie. Et donc on voit bien qu'il y a une force, hein, ce qu'on appelle le deep state. Alors on peut mettre plein de choses là-dedans, ce qu'on veut, mais on voit bien que il contrôle les médias, et ce qui est absolument extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on voit bien que c'est une affaire montée depuis longtemps par le Mossad pour prendre le contrôle de tous les médias, et on le voit bien puisque Maxwell, le fameux grand patron Le père de Ghislaine Maxwell. le père de Ghislaine Maxwell, qui- Mystérieusement disparu en tombant de son Exactement. yacht la veille de la déclaration de la faillite totale de ces entreprises de presse. Absolument. Donc, et il y a un livre qui lui a été consacré d'ailleurs. Hein, donc, c'était un agent du Mossad qui était chargé de racheter l'intégralité de la presse anglo-saxonne, donc pour favoriser. Et je finis là-dessus, hein, juste une seconde. Et c'est là où je fais la relation dans ma revue de presse. Je dis simplement qu'aujourd'hui, Drahi, qui possède que j'appelle BFMVC, et qui possède une partie de l'édition française, et qui possède en même temps Libération, l'Express, SFR, etc. Je ne peux m'empêcher de faire une relation de cause à effet entre l'affaire Maxwell et Drahi. Autrement dit, Drahi égale Maxwell d'il y a 15-20 ans. Oui, Voilà. Drahi, c'est le Maxwell français. Exactement. Et surtout, il achète tout ça sans argent, avec des montages frauduleux que personne d'autre que quelqu'un très initié dans la banque, au sens où on la comprend nous avec un grand B, personne d'autre ne pourrait avoir le droit de faire de tels montages qui sont de la pure cavalerie. C'est de la cavalerie. Alors, je voudrais évacuer tout de suite une question que nos auditeurs se posent aussi, parce que dans la presse française, on a beaucoup parlé, et on vit malgré tout en France sous une chape de plomb, c'est évacuer la question Trump. C'est-à-dire que quand on lit la presse française, on a l'impression Oui, que c'est oui, une affaire Trump qui a vise mouillé dedans. Donald Trump. Absolument. Or, l'affaire Epstein a en fait éclaté aux États-Unis il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Il a déjà fait de la prison, faut pas oublier. Absolument. Ouais, enfin, c'est de la prison en dentelle. Hein. Lors de sa première condamnation, voici ce que dit l'avocate des victimes lors de la première, donc affaire Epstein, première condamnation en 2009. Elle dit que Donald Trump est le seul qui, en 2009, lorsque j'envoyais des assignations à comparaître à beaucoup de personnes, ou au moins que j'indiquais à des personnalités que je souhaitais leur parler, a pris son téléphone et m'a dit « Discutons autant de temps que vous voulez, je vais vous dire ce que vous devez savoir ». Il était très utile dans les informations qu'il a révélées, sans pour autant donner la moindre indication qu'il était impliqué dans quoi que ce soit d'important. Il disposait de bonnes informations, cela nous a aidés. Donc, l'avocate des victimes nous dit bien que c'est Donald Absolument. Trump qui est à l'origine. C'est-à-dire qu'en ayant fréquenté Epstein, il a vu ça, visiblement il l'a refusé, et aujourd'hui, à 1 an de son élection, il déclenche et il donne un coup de pied dans la fourmilière, il faut le dire, du sionisme international. Alors, justement, quand cette affaire a éclaté, quand je voyais ça dans la presse tout au long de l'été, je me suis dit, mais c'est vraiment bizarre, on a l'impression qu'ils ont sacrifié, c'était ma première impression, vous me direz ce que vous en pensez, on a l'impression qu'ils ont sacrifié Epstein dans l'espoir d'avoir des films ou des photos avec Trump et des gamines. Et malheureusement, ça leur a explosé à la figure. Ça, c'était ma première impression. Je pense pas que ce soit, maintenant, je ne pense pas que ce soit ça, mais clairement, on a vu la presse européenne mettre en évidence ou à la une des journaux, principalement des photos d'Epstein et de Donald Trump. Pour être plus précis, en général, ils mettent en équivalence Trump et Clinton. Alors qu'il y a une surimplication de Clinton et de sa femme dans l'affaire Epstein, et pas du tout de Trump. Mais aujourd'hui, comme ils sont un peu gênés, je parle des médias français parce qu'ils peuvent pas mentir trop longtemps, ils en sont à dire les présidents sont impliqués, Trump et Clinton. Alors que quand on creuse dans le dossier, Trump a refusé visiblement de rentrer dans le 9e cercle de l'enfer, hein, parce que c'est de ça dont on pourra parler à un moment donné avec l'affaire O'Brien et tout ce qui s'interconnecte, hein, avec le MK Ultra et tout ça. Alors que Clinton est systématiquement cité. Et d'ailleurs, là vient de sortir un tableau étrange. On voit Clinton en robe de femme avec des talons aiguilles rouges. C'était un grand tableau. Et l'artiste qui a réalisé le tableau a fait un autre tableau de George Bush en train de faire avec un avion en papier de détruire des tours en capla. C'est un artiste assez inspiré, j'ai l'impression qu'il faudrait rentrer en contact. Tout à fait. Et rappelez-vous de la campagne Trump-Clinton, quand Trump avait dit à Hillary Clinton « Votre place devrait être en prison ».
Il y Absolument. avait une menace, il y avait déjà une guerre secrète, hein. Et je pense que c'est cette guerre secrète qui est en train de sortir au grand jour, puisque le deuxième mandat de Trump arrive. Enfin, je veux dire, l'élection pour le deuxième mandat arrive. Il y a quand même un calendrier dans tout ça. Il y a une guerre secrète aux États-Unis, c'est clair, entre l'État profond et ceux qui résistent à l'État profond. Ah, c'est clair. Là, c'est vraiment très net. Et ou en tout cas 2 États profonds. Oui, États- oui, mais ce qu'on appelle voilà. l'État profond, Voilà. c'est ce que Kennedy avait dénoncé avant de mourir, c'est la perte du Eisenhower aussi. Oui, Eisenhower, la perte du contrôle de l'Amérique, de son destin par comment Au dirais-je profit, en fait, de très toutes juste, les très juste. compagnies d'armement qui sont aujourd'hui General Dynamics, Raytheon, etc. quoi. Sur le volet français, ce qui est Oui. intéressant maintenant, c'est qu'on arrive au fameux patron de l'agence de mannequins, donc Jean-Luc Brunel, dont, alors on a découvert ça en redécouvrant les livres d'Henri Coston, à qui on rend donc un hommage posthume, qu'il avait identifié dès février 1962, Ah oui, à quand même. l'époque où il avait changé de nom, Oui. et il s'appelait Jean-Luc Benchamoul. Ouais, c'est Donc ça. Jean-Luc Brunel, en fait, s'appelle Jean-Luc Benchamoul. Je Alors ça, l'avais c'est dit, pour moi. nos amis Il de a changé Mediapart. officiellement ou C'est un changement de nom parce que avec c'est le son dictionnaire des père. changements de nom. D'accord. Avec son père. Donc en fait, c'est Jean-Luc Benchamoul. Alors je vois que nos amis de Mediapart s'y sont mis, d'ailleurs toujours en mettant Trump en accusation. Et ben on les met au défi de révéler la vraie identité de Jean-Luc Benchamoul. Et peut-être que sous cette identité-là, en faisant des recherches, on pourra encore trouver des choses qu'on n'a pas encore trouvées. Et enfin, tirer la pelote de laine du volet français de l'affaire Epstein. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le volet français de l'affaire Epstein. Oui, parce que n'oublions pas qu'il a été arrêté alors qu'il descendait de l'avion en provenance de Paris. Et rappelons aussi que l'enquête est ouverte au moment où Emmanuel Macron organise le G7. Et à ce moment-là, il a vu Poutine à Brégançon, il voit Trump au G7, et c'est à ce moment-là, alors qu'il y a eu une phase d'hésitation, parce qu'au début, Marlène Schiappa, donc la secrétaire Ouais. d'État à l'égalité des femmes, et Adrien Taquet, il me semble, hein, qui est le secrétaire d'État à la petite enfance, avait dit bon, on va ouvrir une enquête. Et puis là, Belloubet avait tout de suite bloqué. On dit non, on fera pas ça. Et puis, lors du G7, précisément lors du G7, et à la fin du G7, je rappelle qu'Emmanuel Macron s'en est pris à l'État profond dans son discours aux Il a ambassadeurs. cité l'expression État profond, je crois, 2 fois. Voilà, 2 fois, en disant l'État profond m'empêche de dialoguer avec les Iraniens, l'État profond m'empêche de dialoguer avec les Russes. Donc c'est quand même une vraie. C'est Et une ouverture. donc là, à mon Disons avis, que la ligne, on va dire la ligne Trump-Poutine, qui est la ligne de force actuelle, on a l'impression que Macron a compris que c'est ce train-là qu'il fallait prendre s'il voulait avoir un avenir, et que peut-être ce pourquoi il avait été mis en place pour servir de fusible au réseau, on va dire à Tali, il a compris que peut-être ce poste de fusible, il avait des raisons de ne pas s'en contenter, puisqu'en fait, on l'envoie en fait au casse-pipe, hein. Et en ce moment, il y a des choses comme ça qui se passent. On voit que c'est pour ça que les gens qui disent Macron démission, ça fait un moment que je dis non, on n'est pas à l'abri d'une surprise, laissons-le aller jusqu'au bout, parce que n'oublions pas qu'il est président de la République, et que c'est le président de la République français, selon la 5e République, est celui qui a le plus de pouvoir, qu'il a été mis en place sans effort. C'est un peu le syndrome Kennedy, donc avec une certaine arrogance, parce qu'il n'y a pas la soumission à laquelle avait dû se soumettre un Hollande, par exemple, qui est prêt à tout accepter. Et quand il a dit au début de l'affaire, le responsable c'est moi, venez me chercher, et il y avait eu un article derrière où il était rappelé à l'ordre par Attali, rappelez-vous, en disant tu n'es qu'une baudruche, hein, tout ça existe. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a Macron qui tente d'avoir un destin personnel en jouant du rapport de force, effectivement, et qui et que fera l'État profond français? Parce que Macron est certainement tenu, bon, on sait à peu près, il y a l'affaire Alstom General Electric, il y a le palais d'Arolfa que nous on a sorti il y a longtemps dans fait documents, il y a toutes les questions biographiques un peu bizarres autour de son enfance, on n'a jamais vu une photo de lui en culotte courte, sa vie commence avec sa rencontre avec Brigitte dans un cours de théâtre, ça fait vraiment penser au film de Polanski, The Ghostwriter, enfin, il y a quand même des zones d'ombre dans la biographie d'Emmanuel Macron qui sortiront, quoi qu'il arrive, par en haut ou par en bas. Enfin, Ghostwriter, n'oublions pas, d'ailleurs c'est intéressant que tu cites ça, parce que Ghostwriter, c'est à la base, montre que le Premier ministre anglais était Tony Blair est un agent américain. était un agent de la Et je te CIA. signale que Voilà. Et qu'on je signale que retrouve c'est- dans les carnets d'Epstein, Je te évidemment. signale qu'au moment où Polanski fait ce film, se redéclenche aux États-Unis toute la Son enquête procédure contre lui. tentant à le refouler en tôle pour viol de mineurs. C'est-à-dire Absolument. qu'on dirait qu'il a été puni pour avoir osé faire ce film qui révélait quand même des choses assez Absolument. subversives, hein. En fait, juste pour conclure, depuis les années 80, on va dire en France, depuis l'élection de Mitterrand, l'État profond mondial ne fait que marquer des points. C'est la première fois aujourd'hui où il y a une espèce de tremblement avec une espèce de résistance qui s'affirme et qui marque des points. Il est en train de se passer quelque chose par rapport à un long processus de domination continue, pour moi que je date de 1980 jusqu'à aujourd'hui, hein. On est à un d'accord. moment très important. 1982, on va dire 82, Ouais, 83. le virage de la rigueur en France, hein. Juste pour finir là-dessus, ça correspond précisément au moment où, lorsque Mitterrand a été élu, donc il a augmenté les retraites, le SMIC, etc. Résultat des courses, au bout d'un an, la France était en faillite totale. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé Jacques Attali voir les Saoudiens pour aller chercher quelques centaines de milliards afin de renflouer nos caisses. Les Saoudiens avaient dit on est d'accord, mais à condition que vous mettiez en avant l'islam. Donc, et c'est à ce moment-là qu'est né, par exemple, le mouvement Touche pas à mon pote, hein, je précise. Hein, donc les deux vont ensemble, hein, je ferme la parenthèse. Oui, de toute façon, la question de l'islam radical et la question du sionisme sont la même histoire, hein. Oui, tout à fait. Parce qu'ils travaillent ensemble, hein. Je veux dire, l'islam radical est une production du sionisme international pour effectivement créer la situation dans laquelle on est, hein. D'où le voyage de Jacques Attali. Le choc des civilisations. Donc,
Voilà, on va s'arrêter là parce que de toute façon, l'extrait il est tellement long, mais franchement c'est excellent. En fait, c'est justement ça donne envie de continuer parce que dites-vous, c'est comme ça pendant 2 heures. C'est que des exclus comme ça. On apprend même certains, à un moment, il dérive sur Hollywood, sur le cinéma, et cetera. Il nous parle de producteurs. Enfin, vraiment, c'est une émission, je pense, c'est une des meilleures émissions de faits et documents. Je ne sais pas s'ils en referont une prochainement. Moi, je me chargerai d'en relayer une partie. Mais voilà, donc ceux qui veulent la trouver, allez sur YouTube, hein, vous pouvez marquer Soral, Jovanovic, Epstein, vous allez direct la trouver sur la chaîne J'attaque Ali. C'est un petit jeu de mots marrant. Donc, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas tout compris, je peux comprendre que ce soit dur à comprendre, mais le truc, c'est qu'en plus, ce qui est dingue, c'est que là, on dirait que l'émission, elle date d'hier. Il lâche le Jean-Luc Brunel, les photos de Clinton en robe, talons et tout, mais en fait, Faits et Documents avait déjà tout sorti en 2019. Faits et Documents avait déjà mis la main sur les papiers d'Epstein. Et ça, c'est dingue. C'est dingue. Ça date quand même de maintenant, ça fait 6 ans, quoi. Ça fait 6 ans, les mecs, ils avaient tout dit. Encore une fois, voilà, Soral avait raison, quoi. Pardon, mais bon. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, Epstein, il était missionné par le Mossad pour justement, avec son île, ses réseaux parisiens, ses réseaux new-yorkais, ameuter un maximum de personnalités mondaines, journalistes, people, politiciens, acteurs, etc., personnalités haut gradées, voilà, pour les faire venir sur son île. Évidemment, comme toutes les grandes stars, avoir des belles gamines de, on va dire, 18-20 ans sous ses bras, pourquoi pas. Ça les intéresse, forcément, c'est des hommes, hein, tous des hommes du showbiz, vous savez, vous avez compris, quoi. Dont certaines de ces femmes-là étaient mineures. Et donc, en fait, l'histoire, ce serait que dans ces appartements et dans ces îles truffées de caméras, il y aurait eu donc des photos, des vidéos, et pas que, parce qu'on voit même des fois des photos carrément prises au téléphone par Epstein lui-même. La photo notamment d'un ministre britannique en slip, là, par exemple. Donc on voit que c'était... les mecs savaient qu'ils étaient filmés. Les mecs, c'est comme bizarre, quoi. Et donc, l'histoire, ce serait que derrière, ils puissent faire chanter donc Epstein via le Mossad, ou le Mossad via Epstein, pouvoir faire chanter ces politiciens, ces stars, etc. Pour déjà, de 1, ne rien dire. Voilà, sur les réseaux, maintenir une position souvent pro-israélienne, en faveur de l'État d'Israël, etc. Et puis derrière, évidemment, ne pas donner de nom, ne pas parler sur quelconque affaire, etc., et toujours aller dans le sens du narratif israélien. Par exemple, bombardement de l'Iran, vous avez compris, quoi. Et donc, ce serait ça la technique. Et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, un mec comme Trump ou d'autres ne montrerait pas autant les griffes, on va dire, et les dents à Israël, parce que tout simplement, ils sont tenus. Alors, encore une fois, bon, évidemment, ça demande beaucoup plus de sources et pour ça, il faut regarder les 2 heures d'émission. À côté de ça, tu te regardes les papiers qu'ils ont fait sur l'affaire Epstein et tu arrives très vite à faire le fil. Mais tout ça est très intéressant et effectivement, on voit que tout ça, en fait, derrière, il y a une dimension qu'on n'arrive pas à expliquer, par contre. Et là, qui relève évidemment, c'est, par exemple, le papier, vous l'avez vu sur Twitter, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais apparemment, il y aurait des échanges de mails où on aperçoit effectivement, par écrit, que George Bush aurait participé à des séances je ne peux pas dire le mot, mais de DK, espace, pi, espace, station. Je pense que vous avez compris. Et là, on se dit, et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs comme ça, hein. Souvenez-vous de la vidéo aussi de la gamine qui dit, je crois une gamine de 20 ans, qui dit qu'elle a traîné avec des gens mondains, qu'elle les a vus manger de la chair humaine, enfin des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'était déjà prouvé. Souvenez-vous de Béatrice Dalle, qui avait dit à la télé que je crois qu'elle avait mangé une oreille. Comme ça, qu'elle traînait avec des gens qui avaient mangé une oreille pour rigoler. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc là, on se rapproche effectivement de choses qui dépassent le cadre du système, de la rationalité, de l'humain même. À partir du moment où on mange les siens, quand on tombe dans le cannibalisme, quand on tombe dans une forme de satanisme en réalité, hein. Bah, là, c'est des choses qui sont dures à croire. Et là, on voit effectivement que les gens qui nous gouvernent depuis des années, qui tiennent les médias, qui tiennent les gouvernements, qui tiennent les armées, etc.,
sont des gens qui ont probablement été inculpés de près ou de loin avec Epstein, qui ont trempé dans ces histoires-là, et donc certains même s'adonneraient à ce genre de pratique. Je suis désolé si je reste flou parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire sur YouTube, mais vous avez compris, quoi. Globalement, c'est des rituels sataniques. Voilà, on va le dire. Et ça, c'est assez dingue, c'est se dire pourquoi ces stars-là qui ont réussi, elles en sont, parce que quand même, voilà, pourquoi font-elles ça? Et là, on est en train de se dire que ces types-là croient en quelque chose de supérieur, qui nous dépasse. Donc nous, on nous impose la laïcité, on nous impose de ne plus croire en un Dieu parce que ce serait dépasser, ce qui peut se comprendre. Encore une fois, on n'a plus besoin d'un Dieu, comme disait Kant, pour comprendre le bien du mal, pour dissocier le bien du mal. On n'a plus besoin de Dieu pour ça, certes. Mais il y a aussi se rassurer du monde d'après. Et on voit que dans beaucoup de mails, notamment Epstein, il y a beaucoup de références à Dieu, il y a beaucoup de références au monde d'après. Il y a des cultes voués au satanisme. Quoi. Et là, on comprend mieux maintenant. Pourquoi il y a des sacrifices, pourquoi il y a des gens qui... Mais on pourrait même comprendre le narratif de la guerre. Le narratif de la guerre d'envoyer des gens mourir au combat pour un culte sataniste, par exemple. Se dire, bah voilà, chaque année, il faut que tant, par exemple pour l'Ukraine, qui me dit que ce n'est pas un... c'est très rocambolesque, hein, ce que je dis. Hein. Mais qui me dit que ce n'est pas un projet satanique de se dire, bah voilà, pour réaliser je sais pas moi, le rêve du grand Israël ou quoi que ce soit, ou même je sais pas, pour avoir un meilleur monde d'après, il faudrait sacrifier 500 000 Ukrainiens cette année. Bah tiens, on va faire la guerre contre la Russie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on pourrait comprendre même les narratifs de guerre. Parce qu'en fait, ce serait des volontés, je sais pas, demandées par une entité extérieure, une volonté de... Enfin voilà, on peut comprendre aussi maintenant les projets de dépopulation mondiale. Moi, j'avais relayé un discours d'un mec de Rockefeller qui parlait déjà de dépopulation mondiale des années 90. Voilà, encore une fois, c'est très tiré par les cheveux. Il n'y a pas de conclusion hâtive, c'est simplement des thèses parce que, en fait, on est tellement dans l'incompréhension, parce qu'à côté de ça, les médias n'en parlent pas. Pour eux, pour les médias, l'affaire Epstein, c'est du complotisme. Alors que maintenant, tout est disponible. Je veux dire, pardon, mais voir des mails d'Epstein, parler avec des types de la haute, comme Jack Lang, comme, voilà, hein, c'est pas complotiste, ça a été déclassifié par les États-Unis, par le gouvernement. À la limite, la dimension satanique, bon, ça se discute. Mais les dossiers, ils sont là, ils sont présents. Donc c'est ça maintenant, c'est dans quels intérêts et pourquoi ces gens feraient ça. Et c'est toute la question. Voilà. Bien évidemment, je vous laisse penser par vous-même. Hein. Moi, je ne fais que relayer des thèses. Je vous donne plusieurs pièces du puzzle, c'est à vous de trouver laquelle est la bonne. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. Enfin voilà. Donc c'était une grosse vidéo très chargée, mais franchement, celle-là, elle valait le coup. Partagez-la un maximum sur vos réseaux, sur X, partagez-la, mentionnez des gens qui devraient la voir, etc. Parce que franchement, c'est une pépite. Rendez-vous dans quelques heures ou demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout, sur mes ennemis.